Alors, certains d'entre vous ont-ils déjà utilisé le moteur de recherche Google? Non, ok, je suis... Gmail peut-être? YouTube? Non? Bon. Bon, tant pis, dommage. La présentation qui suit concerne un peu tout ce qui sous-tend ces différents services chez Google et le socle technique qui permet que toutes ces choses-là fonctionnent plutôt bien pour ceux qui ont essayé. Donc je vous conseille quand même d'essayer, il y a des petits trucs sympas. Voilà, je m'appelle Alexis Moussine-Pouchkine, je travaille chez Google depuis quelques années j'appartiens à une équipe qui s'occupe de cloud. Le cloud, c'est quelque chose qui a deux visages chez Google, un visage interne et un investissement très important depuis de nombreuses années chez Google sur des data centers et des technologies et des white papers que vous connaissez peut-être. Et un deuxième visage plus récent et peut-être un petit peu moins connu qui est le cloud public de Google qu'on appelle la Google Cloud Platform. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui existe à travers un white paper assez récent qui a le doux nom de Borg. Et Borg, on peut en parler aujourd'hui puisqu'il y a un white paper qui en parle. On a souvent parlé de son existence. Je ne peux plus la nier maintenant. C'est ceci dit un nom de code et pas quelque chose que nous proposons directement à nos clients. Voilà, comme ça les avocats seront contents. Mais néanmoins, si ce sont des choses qui vous intéressent, j'ai peut-être des technologies qui peuvent vous intéresser. On va couper le son. Alors, certains provisionnent et achètent des machines, des serveurs en quantité. Chez Google, on provisionne des data centers. Chacun coûte plusieurs centaines de millions de dollars. C'est des investissements sur de nombreuses années. Et on en a quelques-uns, on va dire, à travers le monde. L'information n'est pas particulièrement secrète. Vous pouvez regarder où ils sont situés. Le plus proche de nous, je crois, est en Belgique. Alors l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de puissance, une puissance globale à travers les serveurs, une puissance à travers le réseau, les interconnexions qu'il peut y avoir au sein du data center, mais également à travers tous les points de présence qu'on peut avoir, tous les interconnects qu'on peut avoir, bien sûr, entre nos data centers, mais également avec des fournisseurs d'accès. Comment mettre toute cette puissance à disposition des développeurs? Commençons par les développeurs internes de Google, ceux qui développent le moteur de recherche, ceux qui développent Gmail, YouTube, Maps et ainsi de suite. Alors, pour illustrer la puissance réellement mise à disposition de ces équipes internes, prenons une application qui est vraiment représentative du degré de sophistication rencontré chez Google, un bon vieux Hello World. Donc, ce qui est nécessaire de spécifier, bien sûr, quand on veut soumettre un job à cette infrastructure globale qui est virtualisée, qui est abstraite, d'abord, on a un nom, donc en l'occurrence ici Hello World. On a la demande d'exécution sur ce qu'on appelle une cellule particulière. Donc, pour faire très simple, une cellule, c'est un cluster. Un cluster, il y en a plusieurs dans un data center. On lui donne un exécutable, typiquement un binaire, des arguments pour la ligne de commande. Donc ici, un port d'écoute. En l'occurrence, là, il est laissé à la discrétion du système. On peut avoir, comme ceci, plusieurs programmes qui s'exécutent sur une même instance physique. On peut réclamer un niveau de ressources minimum pour cette tâche, et donc demander un minimum en CPU, en RAM, en espace disque, ce qui peut paraître un peu beaucoup d'ailleurs pour un Hello World. Mais il faut savoir que tout ce qui est déployé en interne sur Borg, donc ce système, embarque un serveur web capable de fournir à tout moment un état, des statistiques sur le service en cours d'exécution. Donc on a d'emblée sur un Hello World à peu près 50 mégas à déployer. Et enfin, ce qu'on va spécifier, eh c'est par exemple le nombre d'instances, nombre de réplicas pour ceci. Et on va dire 5 par exemple. Ça me paraît raisonnable. Alors ici, là, c'est quelque chose qui est optionnel. On y reviendra, c'est intéressant de voir comment, par rapport au fait que c'est optionnel et par rapport à ce que les gens réclament et ce qu'ils utilisent en réalité, il y a des optimisations intéressantes que l'on peut faire. Bon, 5, non, c'est un peu trop raisonnable. C'est pas très drôle. Donc on va prendre 10 000, ça vous va? Ça me paraît moins raisonnable, mais plus intéressant. Donc voilà, je suis assis au fond de mon canapé ou à mon bureau et je suis en train de déployer 10 000 Hello World sur une infrastructure
qui doit être capable de les exécuter. Alors, mais comment en être certain? Alors, on a un minimum d'outils, je vous parlais du monitoring. Là, on a un graphe qui nous permet de voir en combien de temps on arrive à 10 000 tests, applications en train de s'exécuter, donc tâches. Et en regardant bien, on voit qu'il faut un peu plus de 2 minutes et demie pour arriver à ces 10 000 Hello World en cours d'exécution. 2 minutes et demie, c'est quand même pas si mal. D'abord, 10 000 tâches, c'est beaucoup. L'essentiel du temps, là, il est passé à distribuer le binaire. Et comme c'était 50 mégas, on doit être autour du Tera. Donc ça commence à faire, ça fait pas mal, même avec les gros interconnects qu'on peut avoir en interne. L'autre chose à mentionner ici, c'est qu'on a un ordonnancement, un scheduling de ces tâches, de ces 10 000 tâches qui est fait par lot de quelques centaines pour laisser une chance à d'autres jobs, là aussi, d'être démarrés. Le point important, là, c'est que le système est capable de gérer un nombre quelconque de jobs avec une interface qui reste la même, qui est cohérente pour les développeurs, qui se préoccupent beaucoup plus de leur application que de l'infrastructure et des problèmes de déploiement qu'ils pourraient rencontrer. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment en réalité? Voici un peu plus de détails sur ce système Borg en interne et en l'occurrence un cluster, une cellule Borg. Au cœur de cette cellule, il y a ce qu'on appelle un Borg Master qui est répliqué en 5 fois pour assurer une très haute disponibilité. Un cluster ou une cellule Borg, c'est à peu près 10 000 machines. C'est une moyenne. Il y en a qui font beaucoup plus que ça. Il y en a qui font un petit peu moins. Alors la première étape, c'est une compilation, un build, la création d'un binaire. Tout ceci de manière distribuée, bien évidemment. Au passage, il y a un projet qui a démarré qui consiste à mettre en open source ce système de build distribué qui est utilisé en interne par tous les développeurs Google, qui s'appelle Bazel, B-A-Z-E-L. Donc si vous cherchez ça, vous trouverez des choses qui, à mon avis, sont intéressantes. C'est encore frais, encore nouveau, mais ça peut vous intéresser. Donc compilation, génération du binaire qu'on va stocker dans un référentiel. Utilisation d'une ligne de commande Borg pour copier la configuration que je viens de vous montrer, là, avec les 10 000 et le binaire, que l'on envoie dans un référentiel qu'on appelle ici Paxos. Et à ce stade-là, le client qui a demandé l'exécution de ces 10 000 jobs peut disparaître. Quelques millisecondes plus tard, un scheduler se rend compte que les jobs ne sont pas planifiés. Donc ce scheduler trouve des emplacements sur les machines physiques pour exécuter ces 10 000 jobs, toujours par lot de 100. Et il va écrire de nouveau dans Paxos, donc dans ce référentiel, quelles machines ont été allouées pour l'ensemble de ces jobs. Là aussi, le scheduler peut venir à disparaître. Donc vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est, de venir écrire dans un endroit qui est hautement disponible à chaque fois le résultat d'un travail. Quelques millisecondes plus tard encore, là c'est le link shard qui se rend compte que les jobs qui étaient planifiés ne s'exécutent pas. La réalité est que rien ne s'exécute alors qu'on a demandé l'exécution de 10 000 jobs. Donc il va discuter avec des agents qui sont sur chaque machine, qu'on appelle des borglets, pour leur dire, d'abord pour vérifier ce qui s'exécute sur chacune de ces machines, et ensuite pour leur dire, ben voilà, s'il te plaît, exécute-moi ce binaire que tu trouveras à tel endroit. Et son rôle est de vérifier à tout moment que la réalité, donc le nombre de tâches en cours d'exécution, est bien conforme à ce qui était demandé dans mon fichier de configuration. Le résultat, eh bien, 10 000 copies de Hello World. On a vraiment fait quelque chose de formidable avec toute cette infrastructure. Donc tout a donc fonctionné à merveille. Tout, presque. En fait, la ligne que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est assez épaisse, et en regardant de plus près, on se rend compte qu'on n'a jamais vraiment atteint les 10 000 tâches. Et en l'occurrence, ici, dans ce test qui a été fait, on est arrivé à 9 993 pour être très précis. Certaines étaient, vous le voyez, dans un état pending, donc non encore dispatchées, ou des tâches qui sont en setup, en cours de chargement sur une machine. Mais on n'est jamais arrivé à ces 10 000 à aucun moment. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile d'arriver à 10 000 ? Alors c'est pas parce que 10 000 c'est beaucoup, 10 000 c'est une façon d'avoir suffisamment de tâches pour démontrer quelque chose qui est que les pannes ça n'arrive pas qu'aux autres. Et les pannes c'est quelque chose qu'on a appris à gérer, et il y a différents types de pannes ou différents types d'événements inopportuns, on va dire, qui peuvent survenir. Dans ce graphique, on observe des tâches, donc des
des processus Linux qui n'arrivent pas au bout. Qui n'arrivent pas au bout parce qu'ils se sont plantés, parce qu'ils ont été évincés, parce qu'il y a eu un problème hardware. Donc on a deux barres. La barre du haut, c'est ce qu'on appelle la production. C'est là qu'on fait tourner Gmail, Search, tout ce qui est de type interactif. Et en dessous, on a la barre de tout ce qui est, qu'on appelle tout simplement non-prod. Donc on va y retrouver tout ce qui est batch, des jobs de type MapReduce et d'autres Hello World. En prod, une éviction arrive en moyenne une fois par mois. Et celle-là, on pourrait presque dire qu'elle est planifiée parce que c'est typiquement pour un rollout de patch, le plus souvent de sécurité. En non-prod, par contre, là, tout job peut être préempté à tout moment, en particulier par un autre job qui, lui, est un job de production. Donc vous voyez déjà que l'on mélange un petit peu les jobs de production et de non-production avec différents espaces. Donc en faisant le calcul, avec 10 000 tâches, on doit s'attendre à tout moment à avoir 7 ou 8 qui ne sont pas en cours d'exécution. Et c'est donc bien ce qu'on a ici observé. Sachant qu'en plus, ce Hello World a quand même été lancé avec 10 000 instances et une priorité la plus faible possible. Alors, chez Google, la culture n'est clairement pas celle de l'optimisation du MTBF, du Mean Time Between Failure, du fait qu'un matériel physique ne tombe jamais en panne. Un matériel physique, un matériel ou du logiciel, ça débug, du matériel physique, ça tombe en panne. On apprend plutôt à gérer ces pannes et on conçoit le logiciel en conséquence plutôt que d'essayer de gérer le problème plus en amont. L'enjeu, donc, c'est d'abord de savoir qu'un service est bien up and running. Le but, c'est de pouvoir savoir comment on va se comporter quand il y a deux services qui plantent au beau milieu d'un upgrade. Le monde externe, Google, donc pour tous les autres qui ne sont pas dans cette salle, qui ont utilisé le moteur de recherche et d'autres services, a priori, ça marche quand même plutôt bien. Google répond plutôt tout le temps et plutôt rapidement. On reviendra sur le rapidement, mais le répond tout le temps, c'est important. Et c'est vraiment parce qu'en interne, on part du principe que les choses sont en train de mal fonctionner, il y a des problèmes, c'est parce qu'on les a anticipés et qu'on a conçu vraiment quelque chose de hautement disponible, qu'à l'extérieur, on voit les choses sous un meilleur angle. On a vraiment une approche de l'infrastructure qui est celle, donc je ne sais pas si vous connaissez la comparaison qu'on peut faire entre le bétail et les animaux domestiques, donc le cattle versus pets. Nous, on gère notre infrastructure comme du bétail. On est plutôt un agriculteur, on ne connaît pas à la limite nos vaches ou nos machines par des noms. Ça fait longtemps qu'on donne plus de noms à nos machines, comme beaucoup d'entre nous le faisaient, enfin pour les plus anciens d'entre nous. On a tous un petit nom pour nos serveurs. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus ça. Quand il y en a un qui ne marche plus, on le remplace. Et tous les ans, en fait, chez Google, on procède à des tests qui sont des exercices, qui consistent à dire des choses du genre supposons que la Californie ne soit plus joignable du reste du monde et que les deux fournisseurs d'électricité de notre plus gros data center par ailleurs aux États-Unis sont tous les deux défaillants. Comment se comportent globalement les services Google dans le monde, aux États-Unis, mais ailleurs également. Donc globalement, ça fonctionne plutôt pas mal, parce qu'encore une fois, on fait ça tous les ans, et vous ne voyez pas des nouvelles qui disent ça y est, les services de Google étaient tous plantés pendant 24 heures parce qu'ils étaient en train de faire des tests. Par contre, on découvre des choses marrantes du genre le gars qui est responsable pour payer le carburant pour le groupe électrogène de secours, il n'a pas assez d'argent, pas assez de crédit sur sa carte pour payer tout ça. Donc on trouve toujours des petites choses à améliorer, mais globalement, ce sont ces exercices, ce sont cette architecture qui sont des principes fondamentaux. Vous voyez aussi une information là, sur le nombre de machines qui, à tout moment, globalement, sont plantées. À tout moment, il y a des machines qui sont plantées et qui vont attendre le prochain upgrade ou le prochain passage d'un technicien pour les remplacer. Pour autant, les services doivent pouvoir continuer à fonctionner. Donc l'étape numéro 1, c'est de s'assurer non pas de la vitesse, de la performance de ces tâches, mais bien tout simplement de savoir si elles sont bien up and running et communiquant avec d'autres services. Ensuite seulement, on peut commencer à s'intéresser à l'optimisation. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on travaille beaucoup sur l'optimisation, notamment de la planification de ces 10 000, en l'occurrence, tâches.
Pour nous, comme pour les clients de notre cloud public, c'est vraiment un enjeu très important qu'être capable d'optimiser les ressources. C'est la promesse un peu du cloud, c'est d'avoir le meilleur taux d'utilisation possible par rapport à un serveur classique avec des applications dédiées qui tournent à 5, 10, 20% dans le meilleur des cas parce qu'on les a dimensionnés pour des pics de charge. Là, nous, on doit être à beaucoup, beaucoup plus que ça. Ici, vous avez un graphe qui vous présente en haut, si je lis bien, c'est la CPU et en bas la mémoire pour chacune des machines. Et donc, chaque barre verticale est une machine. Alors, il y a d'autres dimensions. Hein. Il n'y a pas que la CPU et la mémoire, mais on va essayer de faire simple. Et vous voyez que si on a de l'espace blanc sur une même machine, à la fois en mémoire et en CPU, on peut probablement y planifier une nouvelle tâche. Par contre, si on a des endroits où on a de la mémoire mais on n'a pas de CPU, c'est une ressource qui est globalement perdue. Il y avait de la CPU, mais qui ne sera pas exploitable parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire. Donc tout l'enjeu est d'être capable de planifier pour que toutes ces machines soient les plus utilisées possibles. Chaque tâche est exécutée au sein d'un conteneur, on va y venir, je vais vous en dire un peu plus, qui fournit l'isolation dont on a besoin. Une machine, globalement, chez Google, en moyenne, exécute 10 tâches, donc 10 processus, chacun dans un conteneur, multiplié par le nombre de machines, multiplié par le nombre de clusters, multiplié par le nombre de data centers. Là, le schéma, globalement, montre un très mauvais taux d'utilisation. Les algorithmes, on y travaille très régulièrement, on les améliore régulièrement, et ce que l'on fait, par exemple, c'est de gagner en efficacité en partageant des ressources entre des tâches de priorité très différentes. Et puis, il y a un autre point d'amélioration qui est intéressant, c'est qu'on peut gagner en efficacité quand vous demandez des ressources, vous ne les utilisez jamais complètement. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver des algorithmes, des heuristiques qui nous permettent de savoir en réalité combien vous allez, par rapport à ce que vous avez demandé, combien est-ce que vous allez vraiment utiliser? Et ce résidu, le réallouer à quelqu'un d'autre. Donc on va vraiment essayer d'approcher les 100% d'utilisation de CPU, de mémoire, de disque et ainsi de suite sur chacune des machines. Donc voilà un petit aperçu de cette architecture Borg chez Google, quelques optimisations mises en œuvre. Sachez quand même qu'au final, on n'a parlé que d'un petit sous-ensemble, assez critique, mais assez restreint du système global. Ces 4 sous-systèmes sont tous tolérants aux pannes. Ils montent en charge, il n'y a aucun souci. Mais la vraie vie est un peu plus complexe que ça. Les détails ici ne sont pas forcément importants. On notera quand même la présence de sous-systèmes pour gérer la facturation. En interne, c'est fondamental. Chaque exemple que je vous ai donné, de moteurs de recherche, de YouTube, de Maps, ainsi de suite, sont des business à part entière chez Google qui achètent des ressources à une entité globale qui est celle des ressources internes. Donc la facturation en interne, bien sûr également pour le cloud public, c'est quelque chose de fondamental. Et le but, c'est d'avoir vraiment une facturation au plus proche de l'utilisation, qui est faite à la fois sur toutes les ressources, la CPU, la mémoire et ainsi de suite. Le monitoring, c'est fondamental. La sécurité, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui fait partie intégrante du système. La configuration des ressources. Voilà. Et tout ceci, encore une fois, tous ces services, cette fois-ci, doivent être tolérants aux pannes. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un certain nombre de services qui sont plantés parce qu'on n'a pas été capable de facturer ou le système de facturation s'est planté. Par contre, je vais un petit peu vite, pour les développeurs, ça doit rester simple. Le but, c'est bien qu'ils se concentrent sur leur application et que le reste soit mis à leur disposition et qu'il n'ait pas à se soucier de l'infrastructure. La sécurité, par exemple, ce n'est pas quelque chose que l'on voudrait vraiment confier aux développeurs. Et les conteneurs, dans tout ça, c'est vraiment une technologie fondamentale que l'on utilise depuis une dizaine d'années pour arriver à fournir cette abstraction de l'infrastructure aux développeurs. Donc on utilise des conteneurs depuis près de 10 ans, avec différentes technologies. LXC, par exemple, qui est né chez Google. Autant de fonctionnalités qui ont été récemment popularisées par Docker. Donc Docker, c'est véritablement quelque chose qui a répondu à un certain nombre de besoins. Alors celui du ça marche sur ma machine et ça marchera donc sur la tienne, ou sur ton serveur, ou sur ma pré-prod, ou sur ma prod. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Le résultat pour le développeur, c'est qu'il n'y a pas d'OS à
à maintenir à jour, a priori, si on fait bien les choses. Pas de machine virtuelle à démarrer, avec des temps de démarrage qui peuvent être vraiment importants et des overheads en termes de ressources. Et Google propose en fait cette approche à ses développeurs depuis à peu près une décennie, et on démarre, alors c'est pas du Docker en interne, puisque Docker est beaucoup plus récent que ça, on démarre environ 2 milliards de conteneurs chaque semaine. Je vous laisse faire le calcul, savoir combien sont démarrés chaque seconde en moyenne. On parle de plusieurs milliers, et c'était quelque chose début 2015. On a des trafics qui augmentent régulièrement, et donc un nombre de conteneurs, puisque tout tourne dans un conteneur chez Google, qui là aussi augmente. Alors, pour aller au-delà du white paper de Borg, donc comme on avait sorti un white paper qui s'appelait qui a donné lieu au data store, qui a donné lieu à HBase, qui a donné lieu à différentes technologies et mouvements NoSQL. Et à l'époque, nous, on n'avait pas sorti de logiciel, ni open source, ni même de service. On a dit, ben voilà comment nous, on a fait les choses pour essayer de faire avancer un petit peu l'industrie. Beaucoup s'en sont inspirés. Il y a eu beaucoup d'autres white papers qui ont donné lieu à Hadoop, qui ont donné lieu à des technos vraiment très, très intéressantes. Là, cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait un petit peu plus loin, aller un petit peu plus loin que le white paper, s'appuyer sur la popularisation des containers Docker. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit d'un très bon œil, parce qu'on en connaît les bénéfices dès aujourd'hui. Et on a proposé un projet open source qui s'appelle Kubernetes. Alors, la question n'a pas été posée au tout début. Qui connaît ou qui a déjà utilisé Kubernetes? Quelques-uns. Alors, il s'agit d'un nouveau projet. Il ne s'agit pas de la mise en open source du code existant de Borg tel qu'il tourne chez Google, mais bien d'un nouveau projet sous licence Apache 2, qui est écrit en très grande majorité en Go. Alors, pour ceux que ça intéresse, Kubernetes, ça signifie capitaine ou timonier d'un navire. Alors, son objectif principal, ce n'est pas un système pour gérer sa dette technique, non. C'est plutôt un principe qui permet de manager des applications plutôt que de manager des machines. Donc véritablement de fournir un niveau d'abstraction au-dessus des machines. On va commencer à parler services et on va être capable de faire par exemple des mises à jour de services. C'est-à-dire je veux passer à une nouvelle version. Et comment ça se passe au niveau du load balancer, comment ça se passe au niveau des déploiements, comment ça se passe au niveau des copies des binaires, ça ne doit pas, moi, le développeur, être mon problème. Et la démarche dans tout ça, c'est d'être, bien sûr, un projet open source d'abord à la base, donc d'être ouvert, non seulement en termes de code, mais aux contributions, et je vais y revenir dans un instant, d'être portable, donc de ne pas s'exécuter seulement sur certains environnements, mais de travailler à la fois sur des machines virtuelles, sur des machines physiques directement, sur du VMware, sur différents environnements, d'être capable de remplacer des briques. Donc si le load balancer qui est fourni par défaut dans le projet open source, eh bien, vous en avez un meilleur à fournir, plus adapté, eh bien, vous pouvez le faire. Et puis également d'être le plus léger possible. Donc pour des besoins simples, d'être relativement simple à mettre en œuvre. De ne pas avoir, d'être capable d'utiliser ça même si on a, je ne sais pas moi, 5 ou 6 nœuds dans son cluster à gérer. Les bénéfices doivent être immédiats et on ne doit pas avoir à payer une taxe, j'allais dire, qui est liée à la complexité de la mise en œuvre du projet. Alors, il n'y a pas beaucoup de participants. C'est un projet qui est hosté sur GitHub, donc vous pouvez aller voir très en détail tout ce qui est toute l'activité. On retrouve dans la communauté des gens comme VMware qui contribuent très activement, Red Hat, CoreOS qui est probablement un des committeurs les plus historiques, et même Microsoft qui investit et qui contribue et donc qui commit sur Kubernetes. Il y a même des distributions de Kubernetes qui commencent à apparaître. Donc on est vraiment en face d'un projet qui a un succès tout à fait réel. Alors Kubernetes s'appuie très largement sur ce que je vous ai raconté, sur l'expérience Borg. En fait, c'est les mêmes personnes qui ont travaillé sur Borg qui travaillent maintenant sur Kubernetes. Là où il n'y a pas de partage de code, il y a quand même un partage des personnes, et c'est les mêmes qui étaient à l'origine de Borg qui donc sont aujourd'hui responsables de Kubernetes.
Il y a beaucoup de concepts qui ont été directement repris, copiés de Borg. Donc les conteneurs, c'est maintenant des conteneurs Docker, plutôt que la version interne de Google. Les allocs, là, dont je n'ai pas parlé plus tôt, c'est quelque chose que l'on retrouve désormais sous le nom de pod, qui permet de regrouper des conteneurs qui ont le même cycle de vie, qui vont démarrer, qui vont s'arrêter ensemble et qui seront schedulés sur la même machine physique, ce qui leur permettra de communiquer avec une communication de type localhost. Un agent local, donc le fameux Borglet qui devient un kubelet, un référentiel dans lequel on va écrire tout ce que l'on fait à tout moment et qui est hautement disponible. Et des specs, et ça c'est important, déclaratives. Donc je ne suis pas en train de dire je veux rajouter un serveur. Je dis non, je veux 5 copies de mon service. J'en veux 15. Et à tout moment, on va avoir des boucles de réconciliation qui vont vérifier que la réalité est bien conforme à ce qui a été demandé de manière déclarative dans les spécifications. En même temps, il y a aussi des leçons qu'on a apprises en faisant Borg et des choses qu'on pense faire mieux dans Kubernetes. Le premier, tout d'abord, c'est tout ce qui est label, ce qui permet de marquer n'importe quel élément, n'importe quelle brique du système avec un simple couple clé-valeur qui va permettre de flaguer un pod, par exemple, en disant ça c'est de la prod, ça c'est du test, ça c'est du front-end, ça c'est du back-end. En fait, le label, c'est le seul moyen de regrouper dans Kubernetes un ensemble d'instances. Ensuite, un requêtage sur des labels permet de récupérer une liste de composants. Et puis, sur cette liste-là, on va pouvoir lancer une opération, un log, un monitoring, une mise à jour, un arrêt. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qu'on croit assez puissant et qui, je crois, a déjà démontré sa puissance. Ensuite, on définit la notion de service, qui est, pour faire très simple, une sorte de load balancer qui va permettre de montrer au monde extérieur un point d'entrée vers mon service. Et le monde extérieur n'a pas à savoir combien j'ai d'instances qui sont en train de soutenir ce service. Ils ont simplement à avoir typiquement une adresse où venir interroger ce service. Une approche moins monolithique, ça c'est important, c'est la possibilité, comme je disais un peu plus tôt, de remplacer des briques. Chez Google, on a un système qui marche bien pour tout le monde, s'il ne marche pas, on l'améliore. On n'a pas 36 choix à 36 endroits différents. Là, par contre, on a, parce qu'on est ouvert, parce qu'on est dans un contexte où on veut être pertinent dans un maximum de cas de déploiement, du cloud public, du cloud privé, de l'hybride, de la machine virtuelle, du hardware physique, on a des cas différents qui peuvent justifier de remplacer un ordonnanceur de tâches par défaut par quelque chose de plus performant. Et puis on a une approche où on a, parce qu'on est soit sur des adresses IP internes quand c'est possible, soit sur des IPv6, la possibilité d'avoir une adresse IP pour chacun des pods, qui sont donc ces éléments de base qui constituent un système Kubernetes. Donc le système, au final, Kubernetes, on pense qu'il est réellement mieux que Borg. Il n'est peut-être pas aussi robuste, pas aussi utilisé. En l'occurrence, on n'est même pas arrivé à une version 1.0 de Kubernetes. Kubernetes a été lancé en juin 2014, donc il y a à peine plus d'un an, à la DockerCon. Et la version 1.0, on a déjà une date, elle est prévue pour dans quelques jours, le 21 juillet, pendant la conférence OSCON. Et si vous êtes intéressé, il y aura une keynote qui sera retransmise donc à 7h30, heure française, avec donc le lancement de cette version 1.0 et un certain nombre de partenaires qui vont expliquer ce qu'ils font autour, ce qu'ils ont déjà fait. C'est un petit peu comme Docker avant sa version 1.0. Il y a beaucoup plus de gens qui l'utilisent en prod qu'ils ne veulent bien le dire. Nous ne le recommandons pas encore tout de suite, mais je pense qu'à partir du 21 juillet, on va commencer à communiquer sur les gens qui sont vraiment en train de faire des choses très intéressantes avec Kubernetes. Voilà, donc je voulais prendre 5 minutes pour vous donner... montrer une petite démonstration. Alors, une des forces de Kubernetes, c'est sa disponibilité sur, je vous l'ai dit, de nombreuses plateformes. Donc, encore une fois, cloud privé, cloud public, hybride, ce que vous voulez, machine virtuelle, machine physique. Et donc, d'être capable de prendre une architecture et de la déplacer d'un environnement local, à la limite, en Kubernetes qui tourne sur mon laptop, sur un environnement qui est un cloud public où on va avoir l'infrastructure au hasard, prenons celui de Google, et les data centers dont je parlais. Donc la boucle est bouclée, on est revenu sur l'infrastructure et les data centers dont je parlais tout à l'heure. On n'utilise pas Borg, on utilise Kubernetes. Et c'est ça que je vais vous montrer à travers quelque chose qui s'appelle Google Container Engine, qui est quelque chose qui est aujourd'hui en bêta et qui devrait arriver
pardon, j'ai un update qui vient d'apparaître, qui devrait arriver en version finale assez prochainement. Je vais également vous montrer rapidement ce qu'on appelle la Container Registry, qui elle est utilisable, qui est en version finale. C'est une sorte de Docker Hub privé qui vous permet d'héberger vos images Docker. Donc les containers qui sont schedulés par Kubernetes sont des containers Docker. Et pour ne pas avoir à partager publiquement ou avoir à gérer un file system distribué, on a un vrai référentiel qui permet d'avoir des images Docker avec des tags et qui peuvent être restreintes donc à un projet qui est hébergé sur le cloud public de Google. Voilà, avec tout ceci, du coup, oui, donc ça ne marche pas, c'est ça. Je vais voir, je vais peut-être y arriver avec une. Je suis pas trop à taper normalement, on va voir. Allons donc voir ce qui se passe ici. Alors, on va voir si ça marche là. Alors, ici, je suis sur la console du cloud public de Google. Alors, ici passe beaucoup de choses, mais je voulais vous montrer dans la partie compute. On a plusieurs approches quand on veut déployer du code. On peut déployer du code sur quelque chose qui s'appelle App Engine, qui est une plateforme as a service. On déploie juste le code, rien d'autre. On ne parle même pas de service, on ne parle pas de réplication, on ne parle pas de conteneur. On déploie du code Java, Python, Go, PHP. Et ensuite, App Engine se débrouille. Au prix quand même d'un certain nombre de règles et de contraintes qui font qu'on ne peut pas vraiment tout faire dans App Engine. Compute Engine, c'est l'infrastructure as a service. Tiens, voilà une VM, SSH et good luck. Container Engine, là, on est sur un niveau d'abstraction un petit peu plus haut. On va être capable de créer un cluster. Ce sera un cluster de machines virtuelles. Hein. On va pouvoir donc ici créer un cluster. On va lui donner un nom. On va lui dire dans quelle zone il va s'exécuter, quel type de machine il va utiliser. Globalement, sa taille. Donc, on va avoir 10 par exemple ici. Et dire que voilà, ici, on pourrait avoir un cluster qui représente 20 CPU et 150 gigas de mémoire. Et le créer. Donc ça prend un petit peu de temps, quelques minutes, 2 minutes environ. J'en ai déjà un qui est ici, qui contient 3 nœuds. Ces nœuds, on peut cliquer dessus. C'est une machine virtuelle qui s'exécute. Une machine virtuelle qui a été provisionnée avec le strict minimum en termes d'infrastructure Kubernetes pour faire tout ce qui est monitoring, dispatch, toutes les activités dont j'ai pu parler. En fait, on peut même d'ailleurs essayer de se connecter dessus. On va voir si tout ça fonctionne bien. Donc se mettre en SSH directement dessus et de faire par exemple un sudo docker ps et voir qu'il y en a quand même quelques-uns qui tournent. Il y en a, c'est mon application que j'ai déjà déployée, puis il y en a beaucoup d'autres qui sont des services. Donc K8s, c'est le petit nom, le doux nom de Kubernetes, qui permet donc de faire notamment du monitoring et de remonter des informations. Si je reviens ici dans mon cluster, donc c'est un cluster qui est prêt à recevoir une infrastructure de type Kubernetes. J'ai ce fameux registry de containers. Donc là, j'ai une image Docker, j'ai appelé PHP guestbook, avec voilà, différents tags. En fait, j'aurais dû commencer par vous montrer l'application qui est hautement complexe, un petit peu plus complexe qu'un Hello World, mais à peine, et qui voilà, va vous permettre, et si vous êtes connecté, amusez-vous, hein, je vous en prie, de stocker dans une base de données MySQL avec un peu de memcache pour être sûr qu'on n'aille pas écrire ou lire dans la base pour rien, des messages que vous aurez postés sur cette petite application écrite en l'occurrence ici en PHP. Donc je suis, c'est mieux, c'est dur de taper avec un doigt, Sophia, conf même. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est contenu dans mon conteneur. Donc, vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Je vais être obligé de redimensionner un tout petit peu. Ici, j'ai les descriptifs de différentes briques de mon application. Donc, j'ai, par exemple... Non, je crois que j'avais prévu de vous le montrer là. Ça sera plus simple. J'ai par exemple un service MySQL qui est donc, ici, je décris un pod, donc cette brique unitaire. C'est un service MySQL, en l'occurrence avec une image MySQL 5.6, avec quelques configurations et l'utilisation ici d'un disque persistant. Ceci va être exposé à travers un service. Donc là, le type de l'artefact, c'est un service sur un port donné.
Donc si bien que quand ici je suis sur mon environnement, je pourrais utiliser cette fois-ci quelque chose de standard, qui est la ligne de commande de Kubernetes, que je pourrais utiliser quel que soit l'environnement de déploiement, que ce soit du cloud ou pas, et de faire par exemple get pods et prendre le MySQL, vérifier qu'il est bien là et qu'il tourne bien. Ou je peux regarder tous les pods qui sont... voilà. Alors, le formatage n'est pas terrible, mais il y en a un certain nombre. Je préparais lui pour la suite. L'autre chose qu'on va être capable de faire, c'est bien sûr de déployer son code applicatif. Donc moi, en l'occurrence, c'est un petit bout de PHP qui tourne. Et donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est déployer un service qui est décrit ici. Le type, ce sera du replication controller. Je vais lui donner un nom et je vais dire que je veux 3 copies de cette instance et que l'image, eh bien, elle est stockée, c'est celle que je vous ai montrée un instant dans le registry, à cette adresse. Donc ça, c'est la registry de Google, mon projet, et puis tout simplement le nom de mon image Docker avec une version ici. Et que tout ceci va écouter sur le port 80. Voilà. Et ça, donc, c'est le replication controller, encore une fois, qui va être exposé au monde extérieur à travers un service, là aussi sur le port 80. Et là, petite chose intéressante qui illustre un peu le côté pluggable de l'architecture Kubernetes. Comme je suis sur l'infrastructure du cloud public de Google et qu'on a un load balancer qui marche plutôt bien, eh bien, on va simplement lui dire ici d'utiliser non pas le load balancer de Kubernetes, mais celui de la plateforme Google et du cloud de Google. Donc j'ai déployé tout ça. Et en fait, ce que vous voyez dans la fenêtre du bas, ce sont mes 3 services en train de tourner, donc mes 3 pods, dont le nom est de type front-end. Maintenant, ce que je peux faire, alors, c'est un petit peu dur de manipuler tout ça, c'est par exemple, plutôt que de taper, c'est d'utiliser toujours cette ligne de commande et lui demander de faire ce qu'on appelle un rolling update. Alors un rolling update, c'est tout simplement dire voilà la nouvelle image. Bon, en gros, c'est la même image avec un autre tag. Et je veux que tu me remplaces la version existante par celle-ci sans interruption de service. Donc, je vais lancer ça et on va voir qu'en dessous, il va y avoir un certain nombre de changements. On devrait voir un certain nombre de changements s'opérer qui vont permettre d'avoir un service qui est toujours là. Les gens, manifestement, Air France, Rox, bien sûr, Sophia Conf aussi, et tôt ou tard d'avoir un service qui aura basculé vers la nouvelle version, et cette nouvelle version, elle est extrêmement différente de la précédente. On va vérifier que tout est en cours. Là, plus tarder à y arriver. Donc on en a 4, un qui est encore sur l'ancienne version, les 3 autres, et si tout fonctionne bien, on est revenu à 3. Et cette fois-ci, ici, je fais ça. J'ai une version qui est franchement différente. Et a priori, personne de tous ceux qui étaient en train d'utiliser l'application n'aurait vu une interruption de service. On a une petite interface ici graphique qui devrait me permettre de visualiser un tout petit peu ce qui se passe dans mon cluster. Si elle veut bien répondre. Voilà. Qui me permet de voir mes 3 nœuds physiques, de voir l'occupation CPU, mémoire et file system, et de voir ce qu'on aurait pu faire, en fait, on va le faire ici de nouveau, l'activité notamment sur ces différents nœuds physiques quand il y a le déploiement. On pourrait regarder les pods physiques, donc c'est une version un petit peu graphique de ce que je vous montrais à l'instant, les replication controllers, voir qu'il y en a toujours 3 ici, pour mon front-end par exemple. L'autre chose qu'on peut faire, et je finirai là-dessus, c'est que, eh bien, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire quand on a du succès, par exemple. C'est d'augmenter le nombre de serveurs, parce qu'on en a besoin pour gérer une montée en charge. Et dire que pour le replication controller, pour lequel j'avais 3 réplicas, quand j'ai créé ce replication controller, eh bien, je voudrais passer à 10. Et donc, le passage à 10, voilà, c'est fait. Donc aujourd'hui, je suis capable de me concentrer sur mon service et de le multiplier un petit peu comme bon me semble, pour être capable de gérer une certaine charge. D'ailleurs, pendant que j'ai fait ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre à 3
Et pendant que je fais ça, on devrait voir ici un petit peu d'activité, notamment CPU. Je n'ai peut-être pas été assez rapide. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit être aussi simple que ça, une fois qu'on a le bon niveau d'abstraction et qu'on travaille avec des concepts tels que ceux qui sont définis dans Kubernetes. Voilà ce que je voulais vous montrer. On va revenir sur ceci. Et pour terminer, donc il y a vraiment 3 principes. Le premier, c'est qu'on veut s'assurer qu'on a une architecture où on a du monitoring et la capacité de savoir que les services sont bien là. Ensuite, parce qu'on a véritablement le souci d'optimiser nos architectures et le taux d'utilisation de nos infrastructures, de nos data centers, seulement dans une deuxième étape, beaucoup d'efforts qui sont consacrés à cette optimisation. Et enfin, le troisième point, c'est que les conteneurs permettent de fournir un niveau d'abstraction extrêmement intéressant aux développeurs et que c'est une première étape, qu'on pense que la deuxième étape, elle est liée aux 2 premiers points que j'ai cités, qui est que l'orchestration de ces conteneurs, même si certains n'aiment pas forcément ce terme d'orchestration, elle est importante et qu'il va falloir gérer les cycles de vie de ces conteneurs et que Kubernetes est une proposition pour le faire et que j'espère que vous essayerez cette technologie avec ou sans le cloud Google. Encore une fois, c'est quelque chose qui est open source et qui doit fonctionner pour le plus grand nombre et le plus grand nombre de cas d'usage. Voilà ce que je voulais vous dire. Et avec ceci, je pense que je vais pouvoir prendre quelques questions si vous en avez. Merci.